Avec son nouveau film One Battle After Another, Paul Thomas Anderson s'est imposé comme le meilleur réalisateur du siècle. Pour beaucoup, le nouveau Kubrick. Aujourd'hui, nous allons parcourir toute sa filmographie, dont pas un seul film n'est de trop. C'est mon réalisateur préféré avec Kubrick et Scorsese. Et je vous assure que plus de la moitié de ses films sont des chefs-d'œuvre. Bien qu'il soit encore en train de forger sa légende, lorsqu'il terminera sa carrière, il entrera dans l'histoire comme l'un des plus grands réalisateurs de tous les temps. Sans exagération, un top 5 historique. Son nouveau film, comme toujours, a divisé. Mais je vous le dis d'avance, presque personne ne l'a compris. Et quand on le fait, on découvre que c'est l'un des meilleurs films de ce siècle, même si beaucoup rechignent à l'admettre. Préparez-vous, car nous allons parcourir, du moins bon au meilleur, l'une des plus belles filmographies de tout le cinéma. Hard Eight est le premier film de Paul Thomas Anderson, et même s'il s'agit de son œuvre la plus modeste et la moins ambitieuse, on sent déjà qu'on est face à un réalisateur différent. L'histoire est simple. Sidney, un homme âgé et énigmatique, prend sous son aile un jeune perdu et l'introduit dans le monde du jeu, des casinos et des paris. Ce qui pourrait sembler un récit minimaliste sur un maître et son élève devient quelque chose de beaucoup plus sombre. Une relation marquée par les secrets, les faveurs et les silences qui pèsent plus que les mots. La force du film réside dans son atmosphère. Un cinéma contenu, sobre, sans artifice, mais où chaque geste révèle un monde entier. Philip Baker Hall porte le film avec une interprétation immense, pleine d'humanité et de menaces à la fois. Et autour de lui se construit ce mélange de tendresse et de tension qui définira plus tard le cinéma de Paul Thomas Anderson. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, et c'est loin de la grandeur qu'il atteindra par la suite. Mais dans cette modestie apparente apparaissent déjà tous les éléments qui feront de lui une légende. Personnage brisé, violence latente, ironie et un regard qui ne juge jamais. Hard Eight est le premier pas de l'un des voyages les plus passionnants de l'histoire du cinéma. Inhérent Vice est le film le plus clivant de toute la filmographie de Paul Thomas Anderson. Adaptant le roman de Thomas Pynchon, on se retrouve face à une expérience étrange. Un polar psychédélique situé dans la Californie des années 70, où le protagoniste, Doc Sportello, un détective privé hippie et désorienté, se perd entre drogue, paranoïa et un enchevêtrement d'intrigues impossibles à suivre. Anderson construit un univers où la confusion n'est pas une erreur, mais l'essence même de l'expérience. Le spectateur partage le désarroi de Joaquin Phoenix, qui livre ici une interprétation différente de tout ce qu'il avait fait auparavant, erratique, comique et profondément humaine. Le film est rempli de dialogues cryptiques, de personnages extravagants et de situations qui semblent ne mener nulle part, mais qui finissent par composer une fresque d'une époque marquée par le désenchantement. Beaucoup l'ont jugé raté, trop chaotique ou même ennuyeux, mais d'autres y voient un joyau incompris, où Anderson ose explorer les limites de la narration, s'éloignant des structures classiques et créant un polar qui est à la fois une parodie et une déclaration d'amour au genre. Ce n'est pas une œuvre pour tout le monde, et elle fonctionne probablement mieux lors d'un deuxième visionnage, lorsqu'on accepte qu'il n'y a pas besoin de tout comprendre. Inhérent Vice est un cinéma lysergique, confus, mais avec des moments de véritable brillance visuelle et interprétative. Une œuvre mineure d'Anderson, oui, mais tout de même un film avec plus de risques et de personnalité que la filmographie complète de nombreux autres réalisateurs. Licorice Pizza est le film le plus lumineux et nostalgique de Paul Thomas Anderson, même que sous cette légèreté apparente se cache un portrait complexe de la jeunesse et du passage à l'âge adulte. Situé dans la vallée de San Fernando dans les années 70, on suit Gary, un adolescent audacieux, et Alana, une jeune femme coincée entre adolescence et maturité. Leur relation est étrange, pleine de contradictions, de moments doux et d'autres inconfortables, mais toujours authentiques. Ce qui rend ce film spécial, ce n'est pas l'intrigue en elle-même, mais la manière dont il capture une époque. Chaque scène ressemble à un souvenir fugace, comme si Anderson filmait sa propre mémoire. Les affaires absurdes de Gary, les fêtes, les rencontres avec des personnages extravagants, y compris le caméo mémorable de Bradley Cooper, tout baigné dans une atmosphère de découverte constante. C'est un cinéma de sensations, plus que d'arguments, comme toujours chez lui. Certes, c'est une œuvre mineure dans sa filmographie, mais Licorice Pizza possède un charme unique. Il transmet l'émotion d'un premier amour,
avec sa maladresse, son énergie et sa beauté. Anderson démontre qu'il peut passer du drame le plus sombre à la comédie romantique la plus décomplexée sans perdre sa patte d'auteur. Peut-être pas un chef-d'œuvre absolu, mais un témoignage de la polyvalence de Paul Thomas Anderson et de sa capacité à filmer la vie avec honnêteté. Punch Drunk Love est le film le plus étrange et déconcertant de toute l'œuvre de Paul Thomas Anderson. Il ne dure qu'1 heure et demie, bien plus court que le reste de sa filmographie, et semble construit sur un paradoxe. C'est une comédie romantique, mais filmée avec la même intensité et obscurité que d'autres mettent dans un drame existentiel. Le protagoniste est Barry Egan, interprété par Adam Sandler, dans ce que beaucoup considèrent comme le meilleur rôle de sa carrière. Barry est un homme solitaire, réprimé, rempli d'anxiété, qui trouve en Lena un amour inattendu. Le génie réside dans la manière dont Anderson dépeint la fragilité de ce personnage. Chaque explosion de colère, chaque geste maladroit, chaque silence inconfortable nous parle d'un être humain au bord de la rupture. Le film joue avec l'absurde, la fameuse intrigue des puddings et des miles d'avion, les chantages téléphoniques, les tons saturés de la photographie. Tout semble sorti d'un monde déformé, où la comédie se mêle au malaise. Et pourtant, au milieu de cette étrangeté, il y a un amour sincère, étrange mais réel, qui soutient l'histoire. Cela reste un film mineur pour les standards de son cinéma. Mais Punch Drunk Love a quelque chose de spécial. C'est un film unique, irrépétible, où Anderson démontre qu'il peut transformer l'histoire la plus simple en un voyage émotionnel complexe. Peut-être pas son chef-d'œuvre, mais une pièce fascinante dans sa carrière. À partir de maintenant, nous atteignons le point de non-retour. À partir d'ici, ce ne sont que des chefs-d'œuvre absolus, entre 9,5 et 10. Alors préparez-vous. And when the shotgun accidentally went off, Magnolia est l'une des œuvres les plus monumentales de Paul Thomas Anderson. Une mosaïque humaine, où le destin entrelace les vies de personnages brisés par la douleur, la culpabilité et la recherche de rédemption. Du présentateur mourant d'un jeu télévisé au gourou du développement personnel le plus toxique, chaque histoire reflète des êtres humains à bout, tentant de trouver un sens au milieu du chaos. La grandeur du film ne réside pas seulement dans sa capacité à gérer tant d'intrigues à la fois, mais dans l'intensité avec laquelle Anderson les filme. La caméra est pure énergie, la musique d'Amy Mann devient un cri collectif, et les acteurs offrent des interprétations mémorables. Tom Cruise, dans le meilleur rôle de sa carrière, se met à nu devant la caméra avec une vulnérabilité brutale. Et, comme toujours chez Anderson, l'ironie traverse le tout. Magnolia offre des moments de catharsis qui semblent mener à la rédemption, mais laissent au fond un goût amer, un vide inévitable. La scène chorale, où tous les personnages chantent face caméra, en est l'exemple parfait. Un instant impossible, surréaliste, qui pourtant émeut car il contient une vérité profonde. Et puis vient la fin, pas de spoiler, mais elle est inattendue, biblique. Un tournant si radical que seul un génie pouvait oser le filmer, transformant l'accumulation de douleurs en une véritable révélation. Magnolia est plus qu'un film. C'est une expérience, un ouragan émotionnel qui démontre l'ambition et le talent d'un réalisateur capable de filmer la condition humaine dans toute sa complexité. Phantom Thread montre Paul Thomas Anderson en mode chirurgien. Perfection extrême, beauté hypnotique et ironie sentimentale qui tranche comme des ciseaux. Londres, années 50. Reynolds Woodcock vit dans un temple de rituels. Silence au petit déjeuner, couture parfaite, muses qui entrent et sortent comme des mannequins. Jusqu'à ce qu'Alma, une serveuse, vienne bouleverser cet ordre religieux et transforme la maison, et le corps de Reynolds, en champ de bataille intime. Le synopsis ressemble à une élégante romance, mais en réalité, c'est une guerre de pouvoir perturbante, filmée comme un tableau magnifique. Anderson cadre comme on mesure une peinture. Lignes nettes, lumière naturelle, texture de pellicule qui fait respirer les tissus. Et la musique de Johnny Greenwood, valse envoûtante, motif circulaire, est un sortilège. Romantique en surface, obsessionnel en profondeur. Le plus fascinant est la manière dont l'art du contrôle se confronte à l'art de l'abandon. Alma n'est pas une victime ni une poupée. Elle apprend le tissu secret de Reynolds et le réécrit à sa façon. Ici, l'amour est un pacte sinistre, tendre et monstrueux à la fois. Une chorégraphie où dominer et prendre soin deviennent des synonymes troublants. Anderson filme un drame psychologique d'époque, avec en arrière-plan un véritable cauchemar domestique sans soulignement. La mise en scène et la photographie,
atteignent un niveau historique. Chaque plan est une couture de sens. Chaque coupe, un ourlet invisible. Sa perfection est comparable à Barry Lyndon. Et la fin, ironique, ambiguë, perversement romantique, ne juge pas. Et c'est ce qui rend les fins de Paul Thomas Anderson parfaites. Boogie Nights est le film qui a placé Paul Thomas Anderson sur la carte mondiale et a fait de lui le nouveau Scorsese. Une œuvre chorale, vibrante et excessive qui dépeint l'ascension et la chute de l'industrie pornographique des années 70 et 80 et le fait avec la force d'une épopée. Au centre, Eddie Adams, un jeune naïf qui devient la star porno Dirk Diggler. Mais autour de lui gravite une galerie de personnages brisés et attachants. Le réalisateur paternaliste, l'actrice vétérane en quête d'affection, les collègues perdus dans la drogue et la solitude. Anderson filme tout cela avec une énergie démesurée. Plans séquences vertigineux, caméra qui ne s'arrête jamais, bande son qui bat au rythme des personnages. La première moitié est pure euphorie, fêtes interminables, musique disco, sentiment que le rêve américain peut se réaliser même sur un plateau porno. Mais à un certain moment, tout bascule. La cocaïne, le sida, la violence. Le film change de ton sans prévenir, et ce qui semblait un conte de réussite devient un portrait douloureux et extrême de la décadence. La fin, clairement inspirée de Raging Bull, est ambiguë, ironique, fascinante et déconcertante à la fois. Boogie Nights est excessive, drôle, tragique et brillante. Un chef-d'œuvre précoce qui annonçait la naissance d'un réalisateur capable de transformer même le monde du porno en miroir de la condition humaine. Venons-en maintenant au nouveau film, à la grande surprise, qui s'est déjà imposé comme l'un des meilleurs du siècle. One Battle After Another est le film le plus polémique et le plus mal compris de toute la filmographie de Paul Thomas Anderson. Un tourbillon politique et émotionnel qui confirme ce que nous soupçonnions déjà. Il est le meilleur réalisateur vivant. Situé dans une Amérique fracturée, le récit suit un groupe de personnages incarnant l'extrémisme sous toutes ses formes. De Sean Penn, un suprémaciste blanc perturbé et magnétique, jusqu'à la figure d'une femme noire radicalisée qui abandonne sa fille et son compagnon pour se livrer à la violence révolutionnaire. À première vue, le film peut sembler un manifeste sur la lutte et la résistance. En fait, beaucoup de spectateurs ne se sont arrêtés qu'à la surface. Le titre, les slogans, l'esprit de continuer le combat. Mais voilà le génie d'Anderson. En réalité, le film est un miroir ironique, un cercle sans issue qui critique autant la suprématie blanche que le fanatisme révolutionnaire. Personne n'en sort indemne. Il n'y a pas de héros, seulement des êtres humains piégés dans un cycle de haine. Le fascinant est la manière dont Anderson utilise toutes les ressources du cinéma pour générer cette ambiguïté. La musique en contraste avec les images, où l'on voit une musique émotive et belle, accompagnée des scènes horribles. La construction circulaire du récit, la manière dont il filme la violence de façon sèche et contenue, sans la glorifier ni l'embellir. Tout est conçu pour déranger, pour obliger à réfléchir au-delà de la surface. Beaucoup ont voulu lire le film comme une ode à la Révolution. Mais penser que Paul Thomas Anderson, un réalisateur qui n'a jamais fait de pamphlet, filmerait une propagande pro-terroriste, c'est n'avoir rien compris. One Battle After Another est tout le contraire. Un avertissement sur l'absurdité de vivre enchaîné à des camps qui ne font que s'entre-deux détruire. Visuellement, c'est l'une de ses œuvres les plus extrêmes. Violence sèche, montage précis, photographie sombre, et une mise en scène qui combine le choral et l'intime. Sean Penn livre un méchant qui pourrait se hisser au panthéon historique, aux côtés d'Anton Chigurh ou de Hans Landa, un dérangé dont la folie et les idées radicales révèlent peu à peu le monstre en lui. En définitive, One Battle After Another n'est pas seulement un film polémique, c'est du grand cinéma, de celui que seul un génie comme Anderson peut tourner. Une œuvre qui combine puissance visuelle, interprétation historique, ambiguïté morale et un sous-texte si complexe qu'il continuera à générer des débats pendant des décennies. C'est pour toutes ces raisons qu'il mérite non seulement d'être sur le podium de sa filmographie, mais aussi parmi les grands chefs-d'œuvre du siècle. I come back and I never went back and now I gotta get back to her. Why don't you go back? I don't know. Why don't you go I back? don't know. The Master est de ces films qui divisent. Beaucoup sortent froids, sans savoir ce qu'ils ont vu. Et d'autres comprennent qu'ils viennent d'assister à l'un des plus grands films de l'histoire. C'est Paul Thomas Anderson dans sa version la plus hypnotique et énigmatique. Un film qui semble parler d'une secte, mais qui met en lumière le plus profond de l'être humain.
Le besoin d'appartenir, d'avoir un guide, de se livrer même lorsque nous savons que cela nous détruit. Au centre, un duel interprétatif historique sans précédent. Joaquin Phoenix est pure physicalité, un animal blessé, imprévisible, impossible à domestiquer. Face à lui, Philip Seymour Hoffman est le charisme incarné, un gourou qui séduit, manipule et se cache derrière un calme trompeur. Les voir ensemble, c'est comme assister à la collision de deux planètes. Une tension qu'Anderson filme en 70 mm avec la majesté d'une fresque éternelle, où chaque plan est étudié. La musique de Johnny Greenwood est une déchirure pure. Dissonances, percussions inquiétantes, sont venus d'un lieu qui ne trouve jamais la paix. Impossible de trouver le repos dans ce film, car il n'est pas fait pour cela. Il est fait pour déranger, pour confronter à des questions sans réponse. The Master est difficile, car il ne donne pas de morale facile, ne guide pas le spectateur, ne récompense pas par une catharsis. Mais c'est précisément pour cela qu'il est si grand. C'est un cinéma qui se sent vivant, mystérieux, inépuisable. Il peut laisser froid en sortant de la salle, mais avec les années on comprend qu'on était devant l'un des chefs-d'œuvre les plus radicaux du siècle, et de l'histoire. I'm finished. Il n'y a aucun doute, There Will Be Blood n'est pas seulement le meilleur film de Paul Thomas Anderson, c'est l'un des sommets absolus du cinéma. Un récit biblique déguisé en western pétrolier, qui explore l'ambition, la solitude et la corruption morale, comme rarement on l'a vu à l'écran. Dès l'ouverture sans parole, où un homme creuse la terre de ses mains, jusqu'au duel final devenu cauchemar opératique, tout dans ce film a la force d'un mythe fondateur. Daniel Plainview est l'un des personnages les plus complexes jamais écrits. Daniel Day-Lewis livre, selon moi, la meilleure interprétation de l'histoire, qui va au-delà du jeu pour devenir pure possession. Son regard, sa voix, son corps entier sont pétrole, ambition et ressentiment. C'est le revers obscur du rêve américain. Un homme qui veut tout et qui, sur ce chemin, finit par ne rien avoir. La réalisation d'Anderson est d'une précision historique. Les plans larges transforment le désert en un décor biblique. Les cadres claustrophobiques montrent la pourriture interne des personnages. Et la musique de Johnny Greenwood, dissonante, inquiétante, presque extraterrestre, élève chaque séquence à un niveau transcendantal. Elle n'accompagne pas l'action, elle la réinvente. Ce qui fait de There Will Be Blood un chef-d'œuvre indiscutable, c'est sa fin. Anderson ne livre ni morale ni rédemption. Il offre un climax ironique, brutal et ambigu, qui synthétise tout ce que nous avons vu. Une conclusion sèche, inconfortable, impossible à s'oublier, qui transforme le film en cercle parfait d'obsession et de vide. There Will Be Blood est le cinéma à l'état pur, monumental, implacable, éternel. Non seulement le sommet d'Anderson, mais l'un de ces films qui définissent tout un siècle. Quand on parlera du meilleur cinéma de l'histoire, ce titre sera toujours là. Voilà ce qu'est Paul Thomas Anderson. Des fins ironiques, une musique qui contredit, des personnages plus grands que les intrigues. Un réalisateur qui n'est pas seulement le meilleur vivant, mais l'un des plus grands de l'histoire. Dites-moi en commentaire, quel est votre préféré? Que pensez-vous de son dernier film? Et si vous en avez envie, faites-moi votre propre classement. On se retrouve dans la prochaine vidéo.